Bonsoir, Madame Najima Kaitai. Bonsoir. Alors, pour introduire cette rencontre qui se veut très simple comme elle a commencé, et comme vous aussi, hein, et aussi très conviviale avec nos invités qui sont là, je voulais tout simplement vous poser une petite question, parce qu'après avoir eu à discuter avec vous, pas seulement dans le cadre de cette soirée, mais après avoir également découvert votre œuvre littéraire, votre parcours, j'ai bien envie de vous demander si vous préférez Madame le ministre, si vous préférez Madame Najima Kaitai, si vous préférez Maman Africa, ou parce que finalement on se rend compte que tous ces noms vous vont très bien. Maintenant, lequel vous met à l'aise devant le public? D'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette initiative et pour ce geste qui me touche profondément. Vous savez pourquoi? Parce que je suis née dans une famille où quand le papa vous touche juste l'épaule, vous avez plus d'énergie, de 100 à l'heure. Donc je suis très sensible aux gestes comme ça et ça me touche vraiment dans mes profonds de mes tripes, parce que quand on est militant et quand on a de temps en temps des petits gestes comme cela, vous vous dites enfin, il y a un impact, il y a quelque chose. Il y a une moitié du verre qui est rempli. Et donc pour moi aujourd'hui, je suis comblée, je suis heureuse. J'ai beaucoup de joie, d'abord de me retrouver dans un cadre artistique qui me laisse voyager dans le fin fond de l'Afrique. Et comme bien moi, chacun de nous a son Afrique à l'intérieur de lui et qui peut nier sa Maman Africa. C'est pour cela que Madame la ministre, c'est une mission. Ce n'est pas un métier. Je suis de métier, je suis professeur. Je suis dans la pédagogie. Mais je crois qu'il me ferait plaisir, c'est Maman. C'est Maman parce que elle a plus de sens. Elle a plus de signification. Et comme vous le savez, je suis de formation sémioticienne. Et le mot Maman m'interpelle, me donne plus de courage. Et aujourd'hui, avec votre geste, je vous prie de remercier tous ceux qui ont contribué à cet hommage, comme je vous ai dit, qui me touche, et aussi pour la préparation et de me permettre de revenir aussi dans ce cadre magnifique qui me rappelle l'odeur de la terre, l'odeur des soirées de ma grand-mère et l'odeur de l'amour, de la sincérité et des valeurs. Et des valeurs, on a perdu ces valeurs. Merci beaucoup, Maman. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à une réponse différente de celle-là, parce que je ne peux pas dire que je vous connais totalement, mais le peu de temps que j'ai souvent eu à échanger avec vous, que ce soit lors de certaines soirées de contes ici au centre, ou bien dans vos bureaux, ou bien dans des discussions même au téléphone, c'est toujours cela que j'ai senti, la Maman Africa. Et vous avez très bien compris, chers invités, dans son propos introductif, que ce soir, c'est une rencontre qui se veut conviviale. On va aller à la découverte d'une personne plurielle, une personne plus réelle aussi. Comprenez bien la différence entre pluriel dans la multiplicité et plus réel dans ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme dépassement des illusions à travers tout ce qu'on a comme réseaux sociaux, tout ce qu'on a comme discours politiciens. Aujourd'hui, Madame Najima Kaitai, notre Maman Africa ce soir, nous invite à aller un peu au-delà des illusions que le monde peut nous présenter pour entrer dans le réel. Bien évidemment, en tant que conteuse, elle se sert de l'imaginaire pour nous amener dans le réel, mais rassurez-vous, lorsque
vous l'écouterez et que vous aurez la possibilité de parcourir ces ouvrages, vous allez bien comprendre qu'il y a une différence entre l'imaginaire du conte et l'illusion que le monde peut nous offrir. Un imaginaire qui nous permet de nous transposer dans la réalité pour être plus réel. C'est pour ça aujourd'hui que nous avons pensé que la présenter comme une personne plus réelle, comme plurielle, était intéressante. Notre entretien avec notre maman va se présenter en 3 parties. Dans une première partie, nous allons un peu aller à la découverte de son parcours. C'est elle qui va beaucoup nous parler. C'est une soirée rencontre-hommage. Donc le premier axe, c'est la rencontre. On va aller à la rencontre de maman Najima, qui va nous parler de son parcours familial, de son parcours académique, de son parcours professionnel, de son parcours politique. Et à la fin de ce parcours, vous aurez la possibilité de poser quelques questions, de vous entretenir avec elle. Et après, nous allons partir dans la deuxième partie pour parler un peu de quelques-unes de ces initiatives culturelles. Nous sommes un centre culturel dont nous avons sélectionné quelques-unes de ces initiatives sur lesquelles nous allons nous arrêter aussi à un moment où elle nous parlera non pas seulement des initiatives qu'elle a faites, mais des initiatives qui sont encore à faire. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui. Nous avons choisi pour le mois de la femme de recevoir Maman Najima parce que nous pensons que la jeunesse africaine en général, la jeunesse féminine en particulier, a besoin aujourd'hui non seulement de s'inspirer des personnes qui ont réalisé des choses, mais des personnes qui ont encore des choses à réaliser. Contrairement à ce qu'on peut croire, il y a beaucoup de projets que porte encore Maman Najima, et c'est ce qui m'a fasciné de voir une personne qui a un long parcours de choses réalisées, qui réalise des choses actuellement et qui a encore des projets très très loin. Donc c'est pour ça aujourd'hui que nous allons parler de ces initiatives. Et à la fin, nous allons avoir quelques morceaux choisis dans cette dernière partie que nous avons appelée sur scène, parce que Maman Najima est aussi quelqu'un qui est habitué de la scène. Et justement, je pense qu'elle nous rappellera quelque chose qui s'est passé de façon exceptionnelle à Marrakech dernièrement. On y reviendra. Donc, sans plus attendre, je voudrais vous laisser la parole, Maman Najima, pour nous parler un peu de votre parcours familial. D'abord, laissez-moi, cher Herman, de vous remercier pour l'affiche. Elle est magnifique. C'est un grand artiste. Moi, je ne suis pas aussi belle, hein, mais vous l'avez bien arrangé. Il a fait un beau lifting. Merci. Merci infiniment. Je vous en prie. Faites mon parcours. Faites attention parce que moi, je suis bavarde, comme toutes les Africaines. Et donc, je vais essayer de donner quelques flashs. Et peut-être c'est mon public, l'auditoire qui est là, peut-être c'est là où il y a des questions, on peut développer quelque chose. Je ne suis pas différente de toute Marocaine qui est née dans un village. Un village, oui, c'est ça, une spécificité, quelque chose qui n'est pas comme les autres. Je suis née dans un village, c'est comme si c'était un rêve, c'est comme si c'était un conte, comme si c'était dans l'au-delà, dans la 5e dimension. C'est un village dans le haute, sur une montagne, plus loin de Oujda, de 45 km. Et c'est un village minier. C'est un village minier. Ma mère, elle est d'origine du nord, de Tétouan. Mon père, il est rifin de Nador. Et donc, voyez-vous, pour vous expliquer un peu, c'est comme on rassemble le rural et l'urbain. C'est-à-dire, mon père, c'est un bédouin, un berbère. Et ma mère, c'est une grande citadine. Elle a beaucoup de raffinement, elle est raffinée, etc. Donc, cette fille qui avait à peine l'âge de 12 ans, on l'a mariée. Et donc, elle vient de la grande ville de Tétouan. Elle se marie à un jeune, beau, bel homme, puisqu'il s'agit bien de mon père. Et elle va dans le rural, elle va au bled, dans le pays de mon père, là où il est né. Et évidemment, elle a passé son biseautage, comme toutes les femmes.
Et comme elle était jeune, elle ne pouvait pas accoucher, c'est normal, puisqu'elle n'avait pas ses règles, elle n'avait pas, elle n'était pas encore adulte. Donc on disait que peut-être elle est stérile, etc. Mais bon, heureusement. Mon père était très 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 amoureux de ma mère, et donc il a fini par convaincre ses parents pour qu'ils se libèrent de la famille patriarcale et d'aller habiter dans ce village là où mon papa habitait, et il travaillait en tant que simple ouvrier dans ce village de miniers. Mais mon père, il n'était pas aussi comme tous les... Il était différent. Il était ambitieux. Il avait beaucoup d'ambition. Et donc, il ne voulait pas d'une situation simple ouvrier dans des mines de Zélija. Ces mines de Zélija, c'est-à-dire une spécialité de plomb et de zinc. Et donc, tout ce village était la deuxième Suisse. On dirait qu'on était en Suisse. Oujda, c'est la capitale de l'Oriental, mais nous, quand on prenait le car pour aller de Zélija au collège, ils croyaient que nous étions des Français. Puisque en classe, quand j'étais encore jeune, on était mélangés, les Européens avec les Marocains. Et même ce village, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est ça, ce village qui a créé ce que je suis actuellement. C'est un brassage de culture. Il y avait les Berbères, il y avait des Soucis, il y avait des gens de l'Atlas, il y avait des gens de Marrakech, de Rabat, un peu partout. Mais il y avait aussi des Canadiens, des Français, des Espagnols, des Américains. Et évidemment, avant qu'il se marie, mon père, enfin, avant de rejoindre ma mère, avant qu'elle rejoigne son mari, il a travaillé dur, il ne voulait pas habiter dans sa petite pioche d'ouvrier, mais il voulait avoir plus de notes pour qu'il puisse intégrer le quartier européen. Et pour qu'il intègre ce quartier européen, il fallait qu'il travaille dur. Et il est devenu un cadre, parce qu'il a appris à lire et à écrire au sein des mines de Zélija. Et quand j'étais petite, je voyais mon père réviser ses leçons en français, et jusqu'à présent, il récite la grammaire, les conjugaisons par cœur. Et donc, ça a créé en moi un défi. Le premier défi, cette maman qui était jeune, qui tombe enceinte, c'était pour elle la revanche. Enfin, elle n'est pas stérile. Après 15 ans, c'est-à-dire quand elle a eu 15 ans, 16 ans, elle est devenue adulte, elle tombe enceinte. Et donc, pour elle, pour avoir la revanche de cette famille qui croyait qu'elle était stérile, elle disait, je voudrais un garçon. Comme toutes les femmes à l'époque voulaient un garçon, on était très contents quand un garçon naissait. On faisait 3 fois les you-you et une seule fois le you pour une fille. Et bon, malheureusement, je suis née fille. Et donc, il y avait un seul you-you. Mon père, après tant d'années d'attente, il a fini par être le plus heureux des papas, puisque enfin, il a une fille ou un garçon, l'essentiel qu'il a un enfant. Et donc, mes oncles avaient beaucoup de garçons. Et j'étais l'aînée de mon père, et d'ailleurs, quand je suis née, il se disait, qu'est-ce que je vais donner comme prénom à ma petite fille? Et en marchant, il réfléchissait. Il a dit, c'est mon étoile, c'est ma petite étoile, et donc c'est Najima Noujaima. Donc Noujaima, c'est en arabe la petite étoile. Ce n'est pas l'étoile, mais ça, c'est la petite étoile. Et donc le premier défi de m'affirmer en tant que fille devant les garçons de mon oncle. Deuxième chose, d'abord m'affirmer en tant que fille marocaine dans une classe où il y avait d'autres nationalités, des Européens, etc. Et mon père me disait, hey, il
faut pas que Janine, la voisine, ait de bonnes notes mieux que toi. Donc je me battais. Et c'est là où il y a eu cet esprit de battante. Et je voulais toujours donner raison, comme ma mère me voyait juste toute petite, parce que j'étais toujours petite de taille, chétive, etc. Et il y avait avec moi en classe des filles, des grandes filles, et elles me disaient, bon, non, tu vas pas avoir ton certificat, tu es encore petite. Et mon père lui disait, ouais, tu vas voir, elle l'aura. Et donc, je voulais donner raison à mon père, j'ai travaillé jour et nuit, et j'ai eu mon certificat de scolaire. Et puis après, il y a eu d'autres défis de ma vie. Mais ce village, ce brassage de culture, parce qu'on jouait avec les enfants, alors c'était, on jouait les Pâques, on vivait, on fêtait les Pâques, on fêtait Noël, on fêtait, mais eux aussi, ils vivaient avec nous Ramadan, ils vivaient avec nous le Fête, ils vivaient avec nous l'Aïd al-Adha. C'était, il y avait une tolérance inimaginable. Et donc c'est ça qui a fait en moi quelqu'un qui milite pour la tolérance, pour l'interculturalité, et c'est-à-dire ce jeu de dehors je suis européenne, c'est comme des immigrés. Dehors je suis européenne, mais à l'intérieur de chez moi, c'était rigoureux. Ma grand-mère était là, elle était la doyenne, la maîtresse qui apprenait, avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Effectivement, merci Mohamed Ajima. Et justement, après ce parcours et tout ce que votre projet familial a sonné en vous, vous arrivez dans le milieu académique, vous êtes étudiante, et là, quelque chose va se passer et qui va radicalement changer votre destin académique. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette époque-là qui réunit votre responsable d'établissement, vous et votre père sur la même scène, on va dire? Vous voulez parler du jour où je devais partir? Exactement. Comme vous savez, je suis une Marocaine et à l'époque, on n'avait pas le droit de sortir du village, même pas pour aller. Moi, j'habitais, comme je vous disais, dans ce village, et puis à Oujda. Donc, de Oujda, je voyageais pas à Rabat, ni même à Fès, toute seule. Et encore, pour Paris, c'est incroyable, non, même pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour la fin pour ma licence. Et j'ai dit au responsable des ressources des étudiants, au bureau d'étudiants, non, je ne peux pas accepter, s'il vous plaît, donner cette bourse à un autre étudiant ou une autre étudiante. Je ne peux pas l'accepter parce qu'il m'a dit pourquoi. J'ai dit mon père, il va dire non, il ne va pas accepter. Donc ça ne sert à rien. Donc vous dites que votre père ne va pas accepter que vous partez. Bien sûr que je parte, mais là je vais faire un CPR, je veux devenir un professeur ou carrément maîtresse d'école et c'est tout, voilà. Mais impossible que je voyage en France et à Paris. Et un jour, ma mère me dit, ton père, il est convoqué de l'université par le président de l'université. Est-ce que tu as fait quelque chose de pas normal? J'ai dit non, mais en tout cas j'ai réussi, j'ai eu mes bonnes notes, je ne sais pas. Et mon père, il a répondu à la convocation du président, M. Chabi, à qui je rends hommage chaque fois que je me dis. Donc, il a accepté. Il m'accompagnait à l'aéroport. Évidemment, j'ai toujours eu peur de mon père parce que, et des fois, je détestais cette rigueur. Et au moment où je voyais mon père avec des larmes à l'aéroport, je me disais, mais oh là là, quand est-ce que ma délivrance, je m'embarque dans cet avion et comme ça je vais être libre, je vais sortir, je vais y aller dans les boîtes, je vais m'éclater, je vais ceci. C'était mon seul rêve en ce moment-là, c'est comment je vais lui dire au revoir, adieu, et comme ça je prends mon voyage et je pars. Seulement mon père, il s'est effondré et j'ai vu l'ogre pleurer. Alors là, à ce moment, je n'ai pas pu supporter une fille qui aime son père. J'ai eu des sentiments, voir un ogre pleurer, c'est pas normal. Alors je disais peut-être, il exprime son amour pour moi, alors il l'a jamais fait.
parce que exprimer l'amour dans une famille traditionnelle, c'est-à-dire te couvrir, de temps en temps te dire Benti, ma fille, mais pas je t'aime, je t'adore et tout ça, il n'y a pas de ça. Et il m'a dit, s'il te plaît, je t'en supplie, ma fille, ne souille pas la barbe de ton fils. Ne souille pas ma barbe. Ne souille pas ma barbe. S'il te plaît, ne me déshonore pas. Si je t'envoie, sache c'est comme si j'envoyais un homme. Sois à la hauteur de ma confiance. Ce mot-là m'a bouleversée. Je suis arrivée le 1er septembre en France, 1984. Septembre, octobre, novembre, le 15 novembre, jour de mon anniversaire, Monsieur Rosalie a demandé ma main. Le 28 décembre, on s'est mariés. On est rentré au Maroc, on a fait un mariage. Et c'est là, je suis sortie en boîte avec mon mari. J'ai été dans les cafés avec mon mari. Je n'ai pas déshonoré cet ogre que j'aime tant. J'ai essayé d'être à la hauteur de sa confiance. J'ai eu mes enfants là-bas. Et j'ai choisi de travailler sur le sujet du conte grâce aussi à mon professeur, celui qui a le fondateur de l'école française de sémiotique, Grimas qui est très très connu. Et donc lui, qui m'a dirigé, il m'a dit, en fait, je vois en vous, vous communiquez, vous êtes une conteuse. C'est quoi le secret? Est-ce que vous avez quelqu'un? Je dis, j'ai ma grand-mère. Alors il m'a dit, votre sujet serait tout ce qui est tradition orale, conte, patrimoine oral. Allez-y, revenez vers votre pays et rassemblez-moi tout ce qui est tradition orale. Et c'était là le sujet, l'ogre entre le réel et l'imaginaire dans le conte populaire marocain. Waouh, c'est je dois vous avouer que c'est passionnant de vous écouter. On est comme devant un film, mais un film très intéressant avec des péripéties et des événements qui nous plongent non seulement. Vous avez vraiment l'art de conter. Enfin, je ne vous apprends rien, mais votre humilité fait que vous ne le dites pas souvent assez. Mais permettez-nous, aujourd'hui, on est quand même dans le cadre qui s'y a cela. Vraiment, c'est une immense joie et un immense plaisir de vous avoir au Centre culturel africain. Parce que le conte fait partie de l'identité africaine. Le conte, avant d'être une activité littéraire que beaucoup d'explorateurs européens découvrent en Afrique et repartent le mettre par écrit, ça fait partie de l'art de l'oralité sur notre continent. Et le jour où j'ai appris que vous étiez une experte sémioticienne qui travaillait sur l'oralité, j'étais fasciné. J'étais fasciné parce que c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. Et justement, vous arrivez, ce parcours familial entre votre enfance et la manière de laquelle vous entrez vous-même dans l'univers en tant que vous devenez épouse, parent, mais au-delà de ça, vous commencez une carrière professionnelle. Et j'aimerais que justement, vous nous donniez un peu, non seulement déjà quelques points de votre parcours professionnel après vos études, mais surtout ces 2-3 éléments qui vous ont marqué dans ce parcours. D'abord, moi j'ai toujours été élevée dans un milieu où j'apprenais tous les jours. J'avais une soif d'apprendre. J'apprenais à travers cette grand-mère, comme je vous ai dit, qui était savante. Elle était certes analphabète, mais elle était savante. Elle était une femme spécialiste, elle était pédiatre. Elle soignait les enfants, des bébés, c'est-à-dire la médecine traditionnelle. Et elle avait un don.
elle était très connue. Il y avait des gens qui venaient de villages, des villes lointaines pour la voir. C'était une femme sage. C'est le griot africain, c'était une grande femme sage. Et elle ne savait pas dire non, elle savait tout, elle avait les réponses à tout. Et c'était une femme qui connaissait le nom de tous les oiseaux dans le ciel et le nom de l'herbe sur terre. C'est une femme qui, à travers ses contes, j'ai appris des valeurs. La valeur d'aimer l'autre, la valeur du combat, la valeur de la diplomatie, comment la femme est diplomate, comment elle est politicienne, comment la femme peut faire des miracles. Elle n'a jamais sous-estimé la femme, c'est pour cela que j'ai une fierté de cette femme. Et donc, pour moi, quand je suis arrivée à l'école, j'avais vraiment un bagage. Et quand Jean Algiras Grimas m'a dirigée vers l'oralité, au moment où je devais choisir un roman quelconque pour faire l'analyse sémiotique, c'est-à-dire c'est comme si je suis retombée dans ce giron, dans ce trésor, dans ce bain, dans ces traditions, son bouillonnement de culture, puisque c'était une femme avec son turban blanc, avec sa tenue blanche, avec son ceinturon rouge. C'était une femme forte, elle n'avait jamais honte d'elle. Et c'est pour ça que je vous dis, dans mon entourage, je n'ai jamais vu de femme objet, ni de femme. C'est au contraire en Occident, quand j'étais à Paris, quand j'ai côtoyé des femmes, c'est là où j'ai vu au cinéma des femmes qu'on utilisait pour leur corps. C'est là où j'ai vu la femme objet. Mon père a toujours respecté ma mère. Mais ma mère, alors l'intelligence de ma mère, je ne vous dis pas, c'est une femme dans sa force, elle est diplomate, puisque je l'ai toujours vu faire le baisement à mon père. Évidemment, je ne comprenais pas pourquoi ma mère faisait le baisement à mon père. Des fois, je me révoltais, je disais, arrête d'être soumise comme ça. Et elle me répondait avec un sourire. Et je l'ai compris comme moi, quand je me suis mariée avec le professeur Dr Rosalie Ben Younes, c'est là où je me suis dit, cet homme qui m'a poussée vers la politique, qui m'a aidée pour terminer mes études, qui m'a donné mes fils, qui m'a respectée en tant qu'être humain, c'est là, lui, il mérite que je lui fasse le baisement, et je lui fais le baisement jusqu'à présent, et il mérite, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours épaulée. Et je crois que c'est la femme qui donne la vie à l'homme, qui donne la vie à son fils, à son mari et à son père, enfin, au père. Donc c'est elle qui crée cet homme comme elle veut. Et d'ailleurs, dans le proverbe marocain, on dit « le khir mara » ou « shar mara », c'est-à-dire le bonheur est de la femme et le malheur, il est de la femme. Si la femme a tous ses atouts, si elle est épanouie, d'ailleurs il y a un poème qui dit la maman est une école. Si tu lui donnes tout ce qu'il faut, elle peut éduquer tout un peuple. Et elle contribue à la civilisation. Donc c'est pour cela que moi je crois à la femme. Je crois beaucoup à la femme. Et j'ai peur de son danger, parce qu'elle peut devenir dangereuse. C'est une pile en face. Si on lui donne tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a comme éducation, si on lui donne un entourage pour faire épanouir une petite société avec ses enfants, avec son mari, avec son entourage, cette petite société qui est le micro